personne, donc c'est cool. Ok, bah nickel. Bon, je vais pas lancer un enregistrement, ça devrait le faire. Bah merci déjà, hein, c'est cool de ta part Bah écoute, merci à toi. J'essaye de d'exercice. parler sans le masque, et puis s'il y a le contrôleur, je le remettrai, Ouais, carrément. parce que j'ai pas été encore contrôlé. Ok, ok, ça roule. Ouais, bon, bah je vais te représenter un petit peu le contexte de mon enquête. Du Ouais, coup, bah moi, donc, je suis stagiaire à la machinerie, essentiellement sur la com et sur la saison à venir au théâtre. Et du coup, je profite de ce stage pour en même temps faire un mémoire sur la fonctionnalisation du hip-hop par un établissement culturel. ouais, Et du coup, bah, pour varier un petit peu les discours et les points de vue, j'avais trouvé ça intéressant justement d'interviewer des personnes qui participent au projet d'action culturelle, d'éducation artistique et culturelle autour du rap, mais qui ne sont pas des salariés de la machinerie. ouais, Et carrément. du coup voilà, donc j'avais pensé à toi. Yes. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, qu'est-ce qui t'intéresse dans la présentation Euh, un bah, peu, vas-y, je me lance, et puis s'il y a des points ouais, c'est toi sur lesquels ton. tu veux que j'approfondisse, tu me dis quoi. Ok. Euh, Bah du coup, moi je m'appelle Justin Folenfant. Euh, je suis né en Australie en fait. Donc j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 5 ans et demi. Après j'étais en banlieue parisienne pendant quelques temps, et puis après en banlieue de Grenoble où en fait j'ai toute ma famille. Euh, c'est mon père qui a passé 20 ans en Australie, parce que lui il faisait des sports de glisse, et du coup on était là-bas. Puis après quand ça s'est terminé, on s'est rapatrié par là, et après du coup j'ai grandi en banlieue de Grenoble toute ma vie jusqu'à mes 18 ans, et en fait avant, enfin voilà, après j'ai bougé à Lyon, machin. Et en fait, il se trouve que quand, quand j'étais, quand j'avais 13 ans, euh, j'écoutais beaucoup de rap américain et de rap anglais, quoi, parce que enfin, ça me rappelait du coup la langue que j'ai découvert en premier, qui est l'anglais, quoi. Et, euh, et un soir où j'arrivais pas à dormir, j'utilisais un CD de titres de Dr. Dre où il y avait une version instrumentale, et je me suis mis à essayer de réciter un poème que j'avais à apprendre en anglais. Et puis après, j'ai enregistré ça sur ma webcam. Et après, je me suis dit que j'allais clasher les gars que j'aimais pas dans mon collège. Et du coup, je le faisais en anglais, comme ça au moins, il n'y avait pas d'embrouille. Et, euh, et puis j'avais un autre pote qui était fan de rap à ce moment-là. Du coup, je lui faisais écouter un peu. Et puis après, c'est devenu un peu une habitude le soir quand je rentrais chez moi du coup, d'écrire des textes. Et puis vu que ouais, j'avais un peu des problèmes de sommeil, bah, ça m'aidait grave à m'endormir d'inventer des trucs. Au début, je m'inventais une vie, hein. Pour moi, le rap, ça a été d'abord une liberté dans l'imaginaire, quoi. Je m'inventais la vie qui me faisait rêver, quoi. Du coup, à cette époque-là, j'avais des grosses voitures, je vendais de la drogue et tout ça, alors qu'en fait, j'avais 12 13 ans, quoi. Et puis après, de fil en aiguille, quand je me suis mis... Enfin, en fait, moi, j'aimais pas la France. Pendant longtemps, je voulais juste retourner en Australie, et mon seul projet, c'était genre attendre que j'ai le droit de retourner en Australie. Et, euh, et en fait, après, grâce à certains profs que j'ai eus, à certaines rencontres que j'ai fait, et notamment un pion que j'avais dans mon collège, un surveillant qui avait un groupe de rap à Grenoble qui s'appelle la Mosa, qui est un des premiers groupes de rap grenoblois. Et lui, je lui ai fait écouter un peu ce que je faisais, et il m'a conseillé d'aller écouter d'autres trucs en rap français, en rap américain et tout. Et en fait, de fil en aiguille, ça m'a donné aussi envie de lire des livres et tout. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à bien aimer la France. Enfin, du coup, par les livres, mais aussi par le rap français, par pas mal d'autres trucs. Et du coup, je me suis mis après à rapper en français. Et là, j'ai rencontré un pote au début du lycée qui, lui, faisait un peu du rap en mode clash aussi, avec un pote qui faisait du beatbox. Et on s'est dit, mais putain, en fait, aujourd'hui, parce que ça, c'était, tu vois, en 2006, quoi. Ouais. Et en 2006, le rap Skyrock, il nous parlait pas trop. Mm. Et enfin, même si j'ai aucun problème avec Nesbill et que mais avec Nesbill et Roth, mais du coup, j'avais pas envie d'écouter que ça.
Et ce que j'aimais dans certains rappeurs américains, notamment des mecs comme Guru de Gangstar ou des mecs comme Nas, comme Nasta Ace et tout, même comme Snoop Dogg au final, tu vois, c'est qu'il y avait des histoires qui étaient racontées et qu'il y avait un texte. Et du coup, on a créé le projet de lyriciste et l'idée c'était de faire du rap à texte, euh, de faire du rap français à texte, mais qui avait du flow. Parce qu'en fait, on trouvait que le rap à texte en France, bah, pour nous, c'était MC Solar, IAM, ou même la Clica ou quoi. Et en fait, c'était du rap à texte, mais du coup, on trouvait que le flow, il passait un peu en second, quoi. Ouais. Et du coup, nous, notre délire, c'était de se dire, bah vas-y, on va faire du rap avec du flow et avec des phases assez techniques, assez riches aussi. Mais par contre, ça sera ouais, voilà, du rap qui fait réfléchir, mais tout en dansant, quoi. Et qu'on puisse quand même craquer sa nuque dessus. Et, mais du coup, avec ouais, quand même une grosse focale sur le sens. Et en même temps, on voulait que ça bounce, quoi, et du coup, qu'il y ait du bon son. Et donc, voilà, de 2006 à 2010, on était sur Grenoble, on a rencontré d'autres rappeurs de Grenoble, on a fait pas mal d'open mic là-bas, et puis après, en 2010, on a eu notre bac, et puis on a eu un plan pour bouger à Lyon avec une coloc, un appart pas cher, machin, donc on a bougé avec mon pote Martin de Lyricis, tous les deux à Lyon. Et c'est là qu'on a rencontré la Microphone, du coup, en arrivant sur Lyon, donc qui étaient des rappeurs déjà bien installés sur Lyon, qui ont quelques années de plus que nous, et, euh, et du coup, qui nous a invités tout le temps pour aller faire des impros, des open mic, des trucs. Et donc, avec eux, on a monté un collectif qui s'appelle la Mégaphone. Et puis, de fil en aiguille, on a rencontré d'autres gens, notamment par exemple Alpha, qui fait le gros Tadzik, là. On a rencontré Pitch, qui a un magasin de vinyle Underground Store à Villefranche-sur-Saône, qui organisait pas mal de concerts pour des rappeurs américains. Du coup, on a pu faire la première partie d'Afura, de Jeruzo Damaja, de Doppelgangaz, et enfin de pas mal de rappeurs ricains qu'on aimait bien, et puis de rappeurs français aussi, La Rumeur plus récemment. Voilà, et puis après, on a rencontré des mecs de l'Ordre du commun et tout ça. Notre pote Vaccin qui fait nos instrus, lui, il s'est mis à faire des instrus pour l'Ordre du commun. Du coup, on a fait aussi plus de trucs avec un peu des rappeurs francophones, on va dire. Et, euh, et ça, c'est vraiment pour la partie rap, en fait. Mais moi, ce qui m'a intéressé, en fait, c'est qu'en gros, tout ce que j'ai appris grâce au rap, en fait, ça m'a permis de, comme je te disais, un peu de faire mon trou dans cette société, tu vois. Et Mm. notamment dans mon rapport à la France et mon rapport aussi à l'école, parce que j'étais pas très fort à l'écrit à l'école, et vu que j'ai galéré en arrivant un peu d'Australie, j'ai galéré à apprendre à écrire et à lire. Et donc, pour moi, le fait d'y arriver à travers le rap, eh ben, c'était une revanche, tu vois. Et, euh, et du coup, après, ben, pour moi, c'était une revanche parce que du coup, je me donnais une liberté avec les textes et je pouvais émouvoir des gens, leur faire comprendre des choses, etc. Alors qu'on m'avait toujours dit, tu sais pas écrire, c'est de la merde, c'est trop fouillis, comment tu fais et tout. Et donc après, moi, je faisais de l'animation, j'ai eu le BAFA quand j'avais 16 ans. Et puis, il y a des jeunes qui me disaient, ah, tu fais du rap et tout, mais on pourrait faire du rap avec toi. Et c'est une pro qui avait donc, je sais pas si tu m'entends bien, Là, ça bug un parce que peu là, là. ça, j'ai l'impression qu'il y a moins de réseau. Ouais, 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 ça bug plus là. Euh, Merde. Est-ce que moi j'ai moins de réseau ou c'est Ouais, toi? parce qu'on est entre deux revenus un peu mieux, non? Attends, là, non, là ça rebug. Ouais, là je t'entends. Ça, ouais, là, je pense que ça va aller mieux. Ouais. Ah, bah là, ça rebug. Non? Non, là c'est cool. C'est cool, ok, ok. Et du coup, Hmm. atelier d'écriture, c'est à la base des profs, ouais, qui nous ont dit, nous les jeunes, ils aiment le rap, mais ils n'aiment pas écrire. Et donc, est-ce que vous pouvez venir faire des ateliers et que vous les fassiez écrire un peu par une autre porte d'entrée, quoi. Et, euh, et moi, en fait, au début, on a accepté. Et, du coup, je faisais ça avec Martin et puis avec Barbioc aussi, un autre gars de la Mégaphone qui lui était EduxP. Et en fait, ça s'est super bien passé. L'idée, c'était qu'on les faisait enregistrer un peu sur des thèmes libres, mais on amenait pas mal de trucs sur l'histoire du hip-hop. On leur faisait écrire des trucs et tout. On faisait des instrus avec eux. Ils écrivaient des textes et après, on enregistrait. Et après, on leur faisait faire des concerts dans les établissements, tu vois. Et, euh, et du coup, c'était drôle parce que tu avais des élèves qui
qui par exemple insultaient un peu le CPE ou le proviseur, et puis à la fin de l'année, ils devaient faire le texte devant eux, quoi. Ouais. Et donc, du coup, ils réfléchissaient à la manière dont ils allaient pouvoir le dire. L'idée, c'était de comprendre qu'on peut tout dire, mais que la question, c'est comment on le dit, quoi. Et en fait, ce comment on dit les choses, c'est la clé, quoi, parce que des fois, il y a plein de trucs qu'on dit, mais c'est des choses très simples, mais si on les dit de la mauvaise manière, bah, ça passe pas, quoi. Et moi, j'ai fait des études de sciences de l'éducation et d'anthropologie Mhm. à la fac à Lyon. Et donc, ça résonnait bien ce que j'apprenais aussi en atelier d'écriture. Et puis après, de fil en aiguille, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai pas appris à faire du rap à l'école, quoi. Et par contre, ce que m'a appris à l'école, c'est plutôt des choses sur la littérature que derrière j'ai pu réintégrer dans mon rap. Et, euh, et après, j'ai fait une formation à la fac de lettres à Montpellier, une formation d'atelier d'écriture. Il y a un DU d'atelier d'écriture là-bas. Euh, et en fait, là-bas, je me suis mis à faire de la poésie, à faire du théâtre, parce que les intervenants, eux, ils faisaient des ateliers d'écriture en prison, en hôpital psy, dans plein de contextes différents, mais depuis 30 ans, quoi. Et là, du coup, je me suis rendu compte que c'était important d'arriver avec des références et pas de laisser des thèmes libres aux gens et de dire vas-y, t'écris sur ce que tu veux. Parce qu'en fait, c'était toujours la même chose qui revenait. Ouais. Et, du coup, d'arriver avec des propositions, je sais pas, tu vois, TSR Crew, t'as le morceau Fenêtre sur rue, il dit j'ai mieux que ma télé, j'ai ma fenêtre. Ouais. Et ben du coup, tu fais écrire aux jeunes, bah, paf, à ma fenêtre, et qu'est-ce qu'il y a à ma fenêtre, tu vois. Bon, c'est une proposition d'écriture simple, mais d'arriver avec des propositions. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis mis à plus lier le rap à la poésie, tu vois, au théâtre, au roman aussi. Et du coup, extraire des propositions d'écriture de romans, quoi. Kafka, La Métamorphose, bah allez-y, vous écrivez un texte, demain matin, vous êtes transformé en quelque chose d'autre, et comment vous ressentez ce qui vous arrive, tu vois. Mhm. Et donc, du coup, de plus mélanger littérature et rap, et de me dire qu'après, si eux, ils avaient vraiment envie de faire du rap, ils pourraient le faire chez eux, parce que le rap, c'était une pratique d'émancipation, et que moi, ça m'avait permis justement de m'émanciper des codes scolaires, et que c'était pas forcément au rôle de l'institution enfin, pour moi, d'amener le rap, parce que de toute façon, ils écoutent déjà beaucoup de rap, quoi. Ouais. Et, euh, et voilà, après, moi, de fil en aiguille et de bouche à oreille, en fait, j'ai jamais démarché pour faire un atelier. C'est toujours des gens qui m'ont contacté, qui nous ont contactés. Au début, on faisait tout le temps à deux avec Martin. Et puis après, on s'est mis à en faire chacun de notre côté. Et, euh, et voilà, moi, après, rencontre par le rap, en fait, avec Bizarre, qui au début fait faire des résidences avec notre groupe de rap. Et puis après, qui nous ont branchés sur des plans d'atelier. Et comme je te disais la dernière fois, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à chaque fois, il y a un projet artistique derrière. Et donc, pour moi, justement, ça respectait ce contenu, tu vois, que c'était vraiment le contenu artistique qui était mis en avant et pas forcément la fonction éducative du rap, de genre, ah bah, ces enfants ghetto, on va les faire écrire des textes et puis on va mettre un peu de rap dessus, comme ça ils accepteront d'écrire. Et, euh, et, et du coup, moi, c'est ce qui m'a plu. Donc là, ça fait un petit moment maintenant que je travaille avec Bizarre et aussi avec le théâtre de Vénitieux, du coup, là, qui me branche sur des ateliers maintenant depuis 2 3 ans, qui sont un peu en partenariat avec des comédiens et puis à partir de pièces de théâtre. Et du coup, là, maintenant, pour moi, c'est vraiment des ateliers d'écriture. Ouais. Le rap, moi, c'est ce qui m'a amené à l'écriture. Mais tu vois, depuis, je fais de la poésie, je publie dans des maisons d'édition de poésie aussi, j'écris des petites nouvelles et tout ça. Donc, les jeunes, ils savent que je fais du rap. Donc, s'il y en a qui veulent faire du rap, c'est possible de les aider dessus. Mais mes propositions d'écriture, elles sont pas forcément liées au rap, quoi. Et du coup, s'il y a des jeunes qui sont motivés de faire ça, voilà. Mais moi, c'est pas l'objet même de mon atelier. L'objet même de mon atelier, c'est d'écrire et d'écrire de façon créative. Tu vois, pas écrire pour une note, pas écrire pour de l'administration, euh, pas écrire pour faire une lettre de motif, tu vois. C'est écrire pour créer, pour fabriquer son langage et le sens qu'on donne à la vie, quoi. Et trouver ses propres mots pour donner du sens à la vie. Et du coup, le rap, c'est devenu un des moyens de faire ça, mais pas le seul moyen. Ouais. Donc voilà, après, je sais pas s'il y a des points qui. Si, si, moi mais je crois que j'avais assez identifié justement le pourquoi tu t'acceptais enfin, tu t'es retrouvé dans les projets avec Bizarre. C'était mettre l'artistique au centre des projets et pas nécessairement l'éducatif. Ouais, Même si bon, effectivement, enfin, de ce que je crois, c'est que tu es en train de me dire que le rap peut être un moyen d'amener vers l'écriture, mais le but derrière, c'est vraiment une expression artistique plus que des objectifs pédagogiques, je sais pas. ouais, bah en fait, c'est aussi le respect de cette culture, tu vois. Enfin, moi, ouais, je me retrouve bien dans ce que tu dis. Je sais pas, là, ça recoupe un peu, non?
Non, ça va. Ça va, tu m'entends? Ok. Euh, c'est que, enfin, en fait, c'est un tout, quoi, mais je sais plus quel poète disait, à partir du moment où on entend le mot culture, la culture en question est morte, tu vois. Mhm. C'est que du coup, c'est une manière de la mettre dans des boîtes, quoi. Et, et le rap, c'est une culture vivante et enfin, qui est née de l'informel dans l'espace public et juste de gens qui avaient envie de faire des choses ensemble et justement sans passer forcément par des institutions. Donc c'est pour ça que pour moi, le rapport entre la musique rap et la culture, enfin entre la culture hip-hop et l'institution, c'est un rapport qui est complexe. Mhm. Euh, qui est complexe, mais qui est pas sans sens, tu vois, parce que, par exemple, bah, nous, on a eu la chance d'aller à New York faire de la zik il y a quelques années. Et tu vois, on était allé dans le South Bronx, où ça a commencé, quoi. Et, euh, et en fait, on discutait avec des anciens là-bas qui ont 60 ans, qui étaient là au début des block parties. Et du coup, enfin voilà, on a eu Cool Herc au téléphone, on l'a rencontré, on a rencontré tout un peu les pionniers de ces trucs-là. Ils nous disaient en fait la ville de New York, elle donnait des sous au quartier. Et sauf qu'à l'inverse de la France, vu que c'était un délire plus empowerment, c'était chaque communauté qui devait organiser ses propres événements culturels, tu vois. Et que c'est grâce à cet argent institutionnel au final que du coup des communautés du South Bronx ont dit bah nous on va faire des block parties où il y aura de la danse, du graffiti, du rap quoi. Et, euh, et encore maintenant, chaque été, il y a ce qu'ils appellent du coup les summer stage, et c'est ces sous-là en fait qui vont pour des concerts en fait. Mais sauf que c'est les communautés de chaque quartier qui doivent organiser eux-mêmes leurs concerts. Et, euh, et donc du coup, tu vois, c'est un truc qui vient de l'espace public et qui vient des communautés eux-mêmes, mais qui est pas non plus sans lien avec l'institution. Tu vois, l'institution, elle a eu un rôle à jouer là-dedans. Euh, et puis, euh, et puis tu vois, après le truc, c'est que du coup derrière cette, cette culture, elle a un but, du coup, comme je disais, pour moi, d'émancipation et de se réapproprier. Euh, bon, après, c'est un peu, tu vois, mais je fais souvent référence à tout ce qu'il y a, tu sais, sur l'ordre du stigmate, tu vois, la différence entre le stigmate et la face. Et tu vois, on peut, il y a un bruit de merde, là. Je vais attendre qu'il se tasse un peu. Mais je sais pas si tu vois toutes les théories de Goffman, justement, qui a inventé un peu cette notion de stigmate. Non. Bah, en gros, tu vois, lui, c'est un sociologue américain qui a pas mal travaillé justement un peu à la même période que la naissance du hip-hop et qui dit qu'en fait, il y a deux modes pour se définir. Il y a la face. Donc là, par exemple, toi, tu m'offres la liberté de définir ma face, quoi. Ouais. Et du coup, je présente une certaine face à toi, tu vois. Mais si j'étais à un entretien d'embauche pour devenir prof d'anthropologie, bah, je défendrais sûrement d'autres aspects de ma personnalité aussi, tu vois. Et du coup, c'est une liberté, je défends ma face. Et puis il dit le pire truc, c'est de perdre la face dans une interaction. Ouais. Donc quand par exemple, tu as des groupes de potes opposés ou justement des groupes de socialisation opposés, et que du coup, les gens vont te dire, ah mais là, il y a une contradiction dans ta face, tu vois. Et du coup, tu perds la face. Et donc il dit le but de l'interaction sociale, c'est de garder la face. Tu vois. Ok. Mhm. C'est un peu comme le garde la pêche de Booba, c'est garde la face. Mais il dit, à l'inverse de ça, le deuxième mode, c'est le stigmate. Et ça, en fait, c'est quand l'autre impose une identité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, quand on dit, ah bah lui c'est bien un charclos, lui, c'est bien un punk à chien, lui, c'est bien un petit schlag, non, mais lui, c'est un taré, tu vois. Non, mais lui, il assure pas dans son quotidien, il gère pas ses bails, etc. Donc, ça, c'est quand on stigmatise la personne, c'est-à-dire que c'est. Ah, Merde. ouais, en fait, c'est bon? Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, c'est parce qu'en fait, ma copine, elle a un truc de la fac et des fois, elle le fait avec mon portable, donc ça fait une interférence. Ah merde, ok. Mais c'est bon, c'est bon. Et du coup, le stigmate, voilà, c'est quand on impose l'identité à l'autre, Ouais. alors que la face, c'est quand on a la liberté de créer sa propre identité, tu vois. Et pour moi, dans le hip-hop, il y a ce mouvement-là, en fait. Il y a ce mouvement il y avait des personnes qui étaient stigmatisées aux États-Unis à un moment, de par les lieux qu'ils vivaient, de par leur couleur de peau, de par leur situation sociale, qui fait que c'était d'autres gens qui leur assignaient leur identité, quoi. Et qui leur disaient, vous êtes ça. Et par l'écriture, par la danse, par la peinture, c'est des personnes qui ont dit non, mais nous, notre identité, c'est à nous de dire qui on est. Et, euh, et du coup, c'est une forme de réappropriation, tu vois, une forme d'émancipation. Ouais. Et, euh, et ça, pour moi, c'est au cœur du hip-hop, tu vois. Et même, euh, et même quelqu'un comme moi qui suis un blanc de classe moyenne, tu vois, et ben du coup, c'est clair que j'ai pas les mêmes problématiques que quelqu'un qui est stigmatisé et qui vit dans une banlieue hyper ghetto et à qui on dit sans cesse que
il est pas dans la norme et que sa manière de parler est pas la bonne et que voilà. Mais on a chacun ses manières d'être stigmatisé à son échelle. Et dans tous les cas, écrire, c'est, comme je te disais, se réapproprier non seulement le sens de sa vie, mais le sens de soi aussi. Et avoir la liberté de se raconter soi-même. Et que c'est pas l'autre qui nous raconte à notre place, c'est nous qui nous racontons nous-mêmes. Et, euh, et du coup, le truc, c'est que le but d'une institution, c'est d'instituer, tu vois. Et c'est la définition même de l'institution chez Foucault, quoi. Ouais. Donc le but, c'est d'instituer quelque chose, c'est instituer un rapport au monde. Et alors que le rap est lui-même une institution pour moi. Enfin, pas le rap en soi, mais la culture hip-hop, tu vois. La culture hip-hop est une institution. L'école est une autre institution. Le ministère de la Culture en est une autre. Les musées en sont d'autres, etc. Et donc, du coup, si on fait du rap à l'école, et ben, souvent, on lui enlève son caractère d'institution, tu vois. Et on en fait juste un outil, tu vois. Et on en fait juste un outil au service des objectifs d'une autre institution, tu vois. Que sont, par exemple, l'école, quoi. Et, euh, et du coup, c'est là où tu vois tout ce que, par exemple, Michel Foucault, il dit, bah voilà, c'est les lieux d'enfermement, quoi. Les écoles, les hôpitaux, les prisons, etc. C'est des lieux d'enfermement parce qu'à l'école, on croit être dans un lieu de savoir, alors qu'en fait, on est dans un lieu de pouvoir parce que c'est des endroits qui permettent de redonner le pouvoir aux descendants de ceux qui avaient déjà le pouvoir, indirectement, hein, mais Bourdieu l'a montré, plein le montre, et on le voit, voilà, les inégalités se reproduisent avec l'école, même si y a beaucoup de profs qui vont à l'encontre de ça, tu vois. Et, euh, et du coup, pour moi, c'est important de réfléchir à comment le rap peut garder son rôle émancipatoire, tu vois, euh, et cette liberté qui donne aux personnes de se définir eux-mêmes, quoi. Et que ça devienne pas juste ça devienne pas juste justement un outil éducatif. Et du coup, ça, le, ce, je regarde juste où est-ce qu'on en est. Mais du coup, c'est pour ça que pour moi, il y a un rôle éducatif, tu vois. Je veux pas dire que le rap n'ait pas de rôle éducatif, mais du coup, j'essaye de puiser plutôt dans l'aspect culturel que dans l'aspect genre de l'école, tu vois, pour aller chercher ce vers quoi j'ai envie d'amener les jeunes. Parce que bien sûr, moi mon, mon objectif, franchement, c'est qu'en gros, je comprends que le langage, pour moi, c'est le vecteur de stigmate premier, tu vois. Ouais. Le langage et le corps. C'est-à-dire la manière dont on actionne son corps face à autrui et la manière dont on parle à autrui, et ben autrui nous identifie et nous met dans certaines cases, quoi. Et, euh, et si je me mets à utiliser du langage soutenu devant des flics, et ben ils vont plus facilement me laisser partir que si je me mets à utiliser que si je me mets à leur dire non mais Ziva me touche pas, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce que tu me connais, pourquoi tu dis ça, etc. Non, voilà. Donc si je dis excusez-moi monsieur, là voilà, donc si je change de registre de langage, j'appartiens tout de suite à une autre catégorie de population pour ces gens. Alors que c'est peut-être illusoire, c'est le langage. Et tout langage est une technique. Et notre premier milieu, quand on apprend à parler quand on est petit, il nous impose une technique de langage, mais ensuite on peut en apprendre d'autres. Et plus on maîtrise de techniques, et du coup plus on est libre de se définir, tu vois, face à l'autre, et que ce soit pas l'autre qui nous définisse à notre place. Et du coup, moi, c'est pour ça que je fais des ateliers d'écriture, tu vois, c'est pour offrir des possibilités de langage aux gens, et que du coup les gens puissent exprimer ce qu'ils ont à dire, et dans différents contextes, et qu'ils soient pas prisonniers d'une seule technique de langage, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Et, carrément. et tu vois, parce qu'on dit un sujet en philosophie, un sujet, donc un homme, quoi, philosophiquement, on dit c'est quelqu'un qui est capable de rendre compte de ses actes, tu vois. Et c'est pour ça que, par exemple, Salvador Dali, il était complètement taré. Il faisait des trucs tarés avec des montres qui saignaient, etc., et des chevaux qui étaient en train de se faire violer, mais il était capable de dire pourquoi il le faisait. Hein. Et que parce que le temps nous chevauche, et que du coup on est chevauché par le temps, qu'on est possédé, etc. Et donc il expliquait pourquoi ces peintures étaient folles. Et vu qu'il arrivait à rendre compte de ses actes, il n'a jamais été en asile psychiatrique. Tu vois. Ouais. Il n'a jamais été enfermé. Parce qu'il était capable de rendre compte de ses actes, parce qu'il avait les mots pour le faire. Quoi. Et du coup, moi, c'est pour ça que je fais des ateliers d'écriture, c'est pour permettre. Parce que moi, c'est ce que ça m'a fait, quoi. C'est que d'apprendre d'autres mots, d'apprendre d'autres manières de m'exprimer, ça m'a permis de m'émanciper, de faire ma place et surtout de me défendre. Et de me défendre et de se défendre, c'est hyper important dans ce monde. Et si on n'a pas le langage, on est obligé de se défendre par les mains, quoi. Et, euh, et du coup, le projet du hip-hop, c'est ça à la base, quoi. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, quand je vais dans un atelier, j'essaye de savoir pourquoi je suis là
et d'expliquer aux jeunes exactement pourquoi je leur fais écrire ça ou ça, et qu'est-ce que ça peut leur apprendre, et qu'est-ce qu'ils sont en train d'apprendre, à quoi ça va leur servir dans leur quotidien derrière, tu vois. Et bien sûr que si ça leur permet d'avoir des meilleures notes, et du coup d'avoir plus de liberté ensuite d'un point de vue scolaire et de faire ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, tant mieux, tu vois ce que je veux dire. Mm. Et, mais ça doit pas être mon objectif principal. Euh, Par exemple, une prof l'année dernière, elle m'a dit, bah moi je veux les faire travailler sur Necfeu parce que là on fait la poésie et que Necfeu il a des super rimes multisyllabiques, tu vois. Et, euh, et du coup je lui ai dit, mais là en fait du coup tu vas juste utiliser Necfeu et leur dire, bah Necfeu c'est ça, c'est la bonne manière d'écrire et que pour toi le rap c'est ça. Et, euh, et du coup moi tu vois j'ai vachement discuté avec elle parce que souvent c'est ce qu'on me demande, on me dit, ah bah toi t'es un rappeur blanc et t'as fait des études, donc du coup tu vas leur apprendre ce que c'est le bon rap, alors que eux ils habitent aux Minguettes et ils écoutent du rap ghetto et c'est pas bien, tu vois. Et moi je leur dis, mais en fait le rap à Lyon il est né aux Minguettes, quoi. Enfin, la marche pour l'égalité en 82, la marche pour l'égalité et contre le racisme, c'est de là qu'est né le breakdance, c'est le rap à Lyon en partie, quoi. Ouais. Et du coup les parents des jeunes que j'ai, en fait, ben ils connaissent mieux la culture hip-hop que moi et que tous les profs, quoi, parce qu'ils en font partie, quoi. Et, euh, et donc, du coup, l'idée, c'est plutôt de faire un échange de compétences et de partir des compétences que eux, ils ont déjà, que moi, j'ai d'autre part, et de voir comment on peut essayer de se tirer vers le haut. Mais eux me tirent vers le haut autant que moi, je les tire vers le haut. Alors que l'institution scolaire, elle réfléchit pas comme ça. Elle dit que la culture de l'élève, elle doit rester au portail de l'école. C'est un discours de Jacques Chirac, ça. Hein. La culture de l'élève doit rester au portail de l'école parce que l'école est un temple républicain qui doit être là pour diffuser les valeurs de la République. Et, et c'est tout. Enfin, diffuser les valeurs de la République et un contenu scolaire qui est rationnel et positif. Et c'est pour ça que si tu regardes l'histoire de l'enseignement artistique à l'école, et ben, il n'est pas très glorieux parce que justement, on avait peur de ce que pouvait faire l'enseignement artistique aux élèves. Et le sociologue Émile Durkheim, au début de la laïcisation de l'école, Mm. il avait été, euh, il avait été payé par la Troisième République pour travailler sur les programmes scolaires. Qu'est-ce qu'elle est des programmes scolaires sans l'Église et sans Dieu, tu vois. Et du coup, lui, il avait dit il faut que les programmes scolaires soient uniquement rationnels, que Ouais. tout ce qu'on dit aux enfants puisse être prouvé, tu vois. Et je sais pas si tu m'entends bien Si, encore. si, nickel, ouais. Ouais, ça va. Et du coup, il avait dit qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'enseignement artistique parce que l'enseignement artistique, ça stimule l'imaginaire. Et du coup, c'est pas positif, tu vois, au sens scientifique du terme. C'est pas rationnel, ça peut pas être uniquement prouvé. Et donc, les enseignements artistiques, que ce soit les arts plastiques ou la musique, ont eu très peu d'heures dès le début de la Troisième République et on n'y a pas accordé une grande importance. Alors que dans d'autres pays, on y a accordé beaucoup plus d'importance, quoi. Et, euh, et aujourd'hui, bah, les profs de musique, on les appelle les profs de pipeau, quoi. Enfin, moi, j'entends ça en salle de classe. Et du coup, moi, par exemple, en tant que rappeur, j'ai été invité seulement 2 fois dans un conservatoire de musique pour faire des ateliers d'écriture ou par des profs de musique. En général, j'interviens dans des classes de français. Ouais. Alors que le rap c'est une musique, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et pourtant, on n'interroge pas les rappeurs sur leur musique. Un rappeur à Canal+, on l'interroge sur son rapport aux femmes, son rapport à la banlieue, son rapport à la police. Et, et on les interroge à la limite sur leur texte, mais jamais sur la musique, alors que c'est de la musique. Et du coup, ça montre bien que cette musique, pour le moment, enfin, cette musique, pour le coup, elle est assujettie. Et nous, on nous dit souvent, mais voilà, il faut avoir un texte, etc. Est-ce que votre texte, vous pouvez nous le donner? Mais le texte du rap, il est fait pour être porté à l'oral, quoi. Et c'est en ça que c'est un autre rapport à l'écrit, tu vois. C'est-à-dire que le rappeur, son texte à l'écrit, c'est juste un mémo, c'est juste pour se souvenir de son texte. Et d'ailleurs, il y a plein de rappeurs qui écrivent que dans leur tête, tu vois, à l'oral. Et moi, le premier, mais bien avant moi, tu vois, je sais pas, un Jay-Z, par exemple, voilà, il écrit à l'oral. Après, peut-être qu'il note un peu, mais on écrit dans nos têtes, on écrit en 10 ans, parce qu'on veut voir comment ça sonne, quoi. Ouais. Et, j'entendais une meuf à un café l'autre jour qui disait des fois je me dis mais c'est pas possible, tu vois. Et du coup elle dit cette phase et moi je l'entends dans ma tête et je me dis des fois je me dis mais c'est pas possible, des fois je me dis mais c'est pas faisable, machin, et je me tourne cette tête et c'est le flow de cette phrase qui va me parler. Tu vois, c'est pas la façon dont elle est écrite qui va me parler, c'est la façon dont elle sonne, quoi. Ouais. Et, et donc du coup c'est en ça que le rapport à l'écrit du rap, c'est un rapport incarné, tu vois, c'est un rapport au corps aussi, parce qu'on a une manière de le dire avec notre corps. Et alors que l'écriture scolaire, elle se concentre sur un rapport neutre corporellement, tu vois.
un bon élève, quand il lit, il doit être calme, tu vois, il doit pas faire de gestes, tu vois. Mm. Et, euh, et du coup, à la limite, ça va être dans le cadre d'un atelier théâtre qu'on va lui apprendre à faire des gestes, mais le corps d'un élève, il doit être le plus passif possible, parce qu'en France, on dit que c'est l'intellect qui est en haut et le corps qui est en bas. Alors que le rap, il n'est pas dans ce truc-là, tu vois. Les bons rappeurs, la tête et le corps, ça fait que un, quoi, et c'est leur rap qui défonce, quoi. Et, euh, et du coup, pour moi, c'est en ça que de faire du rap à l'école, c'est un acte rebelle, tu vois. Parce que c'est un acte rebelle, parce que moi, du coup, les élèves, ils foutent la merde en classe quand tu fais du rap, et c'est bien, tu vois. Et on a besoin de cette énergie-là, mais même dans le théâtre, hein, le théâtre, ça fout la merde aussi, quoi. Et parce que justement, ça casse ce rapport institutionnel à l'école. Et moi, par exemple, ça, bizarre, et ben, il m'aide à le défendre, tu vois. Le Ouais, théâtre de Vénissieux, il m'aide à le défendre. ok. Par exemple, Hélène du théâtre de Vénissieux, elle va dire au prof, eh ben, on a besoin que ça soit violent parce que ça fait partie de la catharsis, tu vois. Et la catharsis, c'est un truc qui est propre à l'art et qui permet de purger ses passions. Et donc, du coup, s'il y a des moments qui sont violents, qu'on va devoir écrire des clashs entre élèves et profs, etc., Mm. ça fait partie de l'art. Et donc, du coup, c'est un soutien institutionnel, mais qui est au service de l'intégrité de la culture, tu vois, hip-hop, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, ou de la poésie, ou de la littérature, tu vois. Mais, euh, mais qui, en tout cas, m'aide à respecter le cœur artistique, tu vois, et l'âme de cette musique. Ok. Mais ouais, donc c'est ça, bah, t'as répondu un petit peu à la question que je voulais savoir, c'était justement par rapport à toi, ta vision du rap dans cette triptyque, on va dire, école, bizarre et toi l'artiste, comment tu faisais pour défendre et monter ces projets sans recevoir forcément d'injonction ou en faisant avec peut-être des profs ou une institution qui n'a pas Ouais. la même vision que toi des pratiques culturelles et ce que tu peux apporter aux élèves. Et ben, ouais, ouais, bah, du coup, c'est pas forcément tout le temps simple, mais en général, ça se fabrique en amont de l'atelier, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que quand on me demande pourquoi on veut faire un atelier, que ce soit un éduc, une prof, un animateur, enfin en tout cas à chaque fois il y a un relais dans l'institution. Mm. Mm. Et en général, ce relais, tu vois, bah, on s'appelle ou on va boire un café et, euh, et je lui demande bah, qu'est-ce qui t'intéresse toi, dans un atelier, quoi, pourquoi tu as envie de faire ça. Et du coup, par rapport à ce que la personne me dit, eh ben, je lui dis ce qui est possible ou pas, quoi. Et, euh, et si la personne me dit, eh ben, par exemple, qu'elle a envie de leur faire travailler l'écriture en dialogue, tu vois, eh ben, je vais leur proposer d'écrire un scénario de film, tu vois. Euh, et ça aura rien à voir avec le rap, tu vois. Mais je vais pas faire du rap où on va écrire des pseudo-dialogues au milieu, parce que ça va être naze, tu vois. Parce Ouais. que le rap fonctionne pas comme ça. Après, on peut faire des passe-passe dans le rap, mais si leur objectif c'est d'écrire des dialogues et de le mettre en scène, ben, on va plutôt écrire un scénario, tu vois, ou des petites scénettes de théâtre. Mais du coup, souvent en général, je demande voilà avant quels sont leurs objectifs. Et moi, après, je vois qu'est-ce que je peux leur proposer avec, en gros, mon bagage artistique, tu vois, et un peu la caisse à outils que j'ai et qui va me permettre, du coup, de construire des projets artistiques pertinents, quoi. Mais c'est pas forcément simple, tu vois. Et par exemple, cette année, je travaille avec la salle de concert de la Tannerie à Bourg-en-Bresse. Ouais. Je sais pas si tu vois. Donc c'est une SMAC, hein, c'est une salle de musique actuelle. Zoé Euh, a fait son stage là-bas, il me semble. qui ça? Zoé Salaman. Ah ouais? Ouais, je crois qu'elle était là-bas, elle m'en a parlé, Elle ouais. avait. Ah ouais, ok, bah ouais, bah du coup, moi ça fait ouais, 1 an et demi, donc peut-être c'était avant qu'elle l'a fait, son stage. Parce que moi je l'avais pas vu là-bas, mais ouais, ça fait 1 an et demi que je fais des trucs Non, c'était là-bas. aux abattoirs, autant pour moi. Mais pardon. Ouais, à Bourgoin-Jallieu. Ouais. Mais c'est un peu la même chose en vrai. Enfin, je comprends que moi aussi je confondais tout le temps avant d'y travailler. Euh, et du coup, bah, eux typiquement, je vais te donner deux exemples d'ateliers. Euh, alors il y a un exemple, c'est ils font des open mic le mercredi après-midi euh, avec atelier d'écriture au début et c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'inscription et ça se passe dehors, devant le bar de la tannerie. Ils sortent des enceintes. On a 4-5 micros, on a des grosses enceintes et moi j'arrive.
je fais une proposition d'écriture, on écrit tous pendant 1 heure, et après on fait un open mic. Mais les gens qui savent déjà rapper et qui n'ont pas, pas envie de venir à l'atelier d'écriture, ils viennent direct à l'open mic. Mhm. Et du coup, tu as des mamans de 50 ans qui ont écrit des chansons d'amour il y a 20 ans et qui viennent avec leur fils qui aime le rap, comme des rappeurs, tu vois, d'une vingtaine d'années et qui rappent à donf et qui viennent, comme des éduques qui viennent avec des groupes de migrants érythréens qui arrivent d'un foyer de vie, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, ça mixe à la fois des publics dits captifs, tu vois, des publics institutionnels et des publics non institutionnels. Et vu qu'il n'y a pas d'inscription, que c'est gratuit et que tu peux venir quand tu veux et partir quand tu veux, et ben ça pour moi, tu vois, ça, c'est beaucoup plus proche de ce qu'on peut trouver dans la culture hip-hop et dans le rap en général, quoi. Parce qu'il y a un truc hyper libre, quoi, dans ces open mic. Et du coup, ça mixe des publics hyper différents. Les approches des propositions d'écriture, elles sont hyper différentes. Il y a des gens de très bon niveau, comme des gens qui n'ont jamais rappé. Là, il y avait un gamin, tu vois, il avait 10 ans, il est venu toute l'année. À la fin, il rappait de ouf, quoi. Et puis, des gens de 30 ans qui pensaient être trop bons en rap, au final, ils ont appris grâce à ce gamin et inversement, tu vois. Et il y a des gens qui font du slam, des gens qui détestent le slam. Enfin, voilà, il y a de tout. Et, euh, et du coup, bah, là, l'institution, elle est vraiment en mode, elle offre un lieu, tu vois, et un cadre Ouais. et du matériel, quoi. Les enceintes, les micros et tout ça, quoi. Et donc ça, pour moi, ça ressemble vachement à ce truc de l'empowerment que je te disais sur les summer stage à New York, tu vois, où voilà, on donne des sous aux acteurs et ensuite c'est les acteurs qui organisent ce truc. Et d'ailleurs, cet atelier à la base, il a été créé par MC Joel et Sam Sarah, qui sont 2 rappeurs de Bourg-en-Bresse. Et là maintenant, je le fais encore avec Sam Sarah, mais MC Joel, il a arrêté. Et du coup, tu vois, c'est vraiment, voilà, c'est des gens du terrain qui sont aidés par l'institution pour mettre en place un truc, mais c'est eux qui gèrent ce truc-là, tu vois, de A à Z. Alors après, l'exemple opposé de ça, donc c'est les mêmes gens, hein, c'est la tannerie à Bourg-en-Bresse. Ils me disent, on a un projet qui s'appelle Écolo-Zik. Donc, comme écologique, mais avec un Z, donc un jeu de mots un peu pourri. Et on veut que tu fasses 2 fois 8 séances d'atelier d'écriture avec un collège, des classes de collège en quatrième, et aussi avec le Prado, qui est une sorte d'ITEP, un, qui est une sorte d'ITEP pour des jeunes en décrochage, quoi. Ouais. Et sur le thème de l'écologie. Et à la fin, tu dois faire une restitution dans une ferme pédagogique où il y aura d'autres jeunes que tu connais pas qui ont fabriqué des instruments de musique à partir de matériel de récup. Tu vois, donc là, la contrainte, elle est hyper, tu vois, c'est hyper strict, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, c'est pas strict, mais et moi, tu vois, ça m'a mis vachement mal à l'aise ce thème de l'écologie. Euh, Parce que là, pour le coup, tu vois, c'est vraiment pour le coup assujettir l'écriture et le rap à un objectif qui est prendre conscience de l'écologie et trier ses déchets, etc. Même si c'est important, tu vois. Et, euh, et du coup, pour moi, c'était compliqué, surtout que souvent, tu vois, je trouve qu'on culpabilise vachement les gens de classe populaire et de classe moyenne sur l'écologie, alors que les plus gros pollueurs, tu vois, c'est les grandes entreprises, quoi. Ouais, Et carrément. enfin, moi, je sais que dans ma famille, dans la famille de ma mère et tout, qui est une famille assez modeste et tout, ils ont galéré toute leur vie, ils galèrent encore alors qu'ils sont à la retraite et tout. Et tu vois, on leur dit tout le temps de trier leurs déchets, etc., machin, alors qu'en fait, enfin, je veux dire, s'ils vont à Lidl et qu'ils achètent des trucs en gros paquets, c'est parce que c'est une famille nombreuse et qu'ils ont besoin de pouvoir manger, quoi. Et du coup, je trouve ça. Puis d'ailleurs, c'est les premiers à qui on demande de ne pas prendre la voiture alors qu'ils doivent traverser toute la ville pour aller bosser, quoi. Et qu'ils le font en bus, enfin bref. Et du coup, je trouve ça un peu limite, tu vois, de demander toujours aux mêmes personnes de faire un effort sur l'écologie. Ouais. Et, et, euh, et donc, du coup, en fait, j'ai pas mal réfléchi. Et, et en fait, c'est en regardant des trucs et en lisant de la science-fiction que je me suis dit, mais en fait, la science-fiction, c'est une clé d'entrée sur la question de la planète, parce qu'il y a plein de scénarios de science-fiction où la planète, elle part en couille et après, il se passe des trucs de dingue. Ouais. Et donc, du coup, je leur ai fait écrire des scénarios de science-fiction en mode post-chaos écologique, tu vois. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passerait si là, effectivement, on arrivait à la fin de nos ressources et, euh, et du coup, on a travaillé sur des scénarios de science-fiction. Et au final, et puis en faisant pas mal de brainstorming, des débats philo sur pourquoi cette notion d'écologie, elle est chiante, etc. Et on a pas mal travaillé là-dessus. Et finalement, c'était super intéressant, tu vois. Et finalement, ça montre que le fait d'avoir une contrainte, eh ben, ça oblige à créer, tu vois.
Et, euh, alors que tu vois, si j'avais parlé de ça à pas mal de collègues rappeurs, ils m'auraient dit, mais mec, c'est horrible ton truc, c'est mort, on va jamais faire ça. Euh, alors que là, finalement, ben, du coup, ça m'a fait lire des livres de science-fiction, des livres sur l'écologie, etc. Et vu que je découvrais aussi un peu cette thématique-là, ben, j'étais hyper honnête avec eux. Je leur ai dit, bah voilà, là j'ai lu un livre, La zone du dehors de Damasio. Ben, les gens, ils sont coincés dans un endroit, ils n'ont pas le droit de sortir parce que dehors, on leur fait croire que c'est plus vivable, que les conditions de vie sont plus vivables. Et ben, imaginez si ça nous arrivait à nous, tu vois. Et puis avec le confinement, etc., tu vois, ben, ça leur a parlé, on était chaud. Et puis du coup, on lit des extraits, ils écrivent à partir de ça. Et ça n'a pas été facile tout le temps, tu vois, mais finalement, ça a été hyper créatif, quoi. Et, Ok. euh, et alors que des fois, bah, cet open mic qui est hyper libre et tout ça, où tout le monde fait ce qu'il veut quand il veut, et ben des fois, les textes qui ressortent, quand tu laisses un thème libre, et ben c'est pas top, quoi, tu vois. Et du coup, même dans ces open mic, moi, j'essaie d'arriver avec des propositions d'écriture, parce que je trouve que c'est vraiment dans la contrainte que tu cherches à te libérer, en fait. Parce que si t'es pas contraint, en fait, tu ne cherches pas à te libérer, quoi. Et, euh, et donc, du coup, moi, ce que j'essaie de faire, c'est qu'en général, je prends les contraintes que l'institution m'impose et j'essaie de les retraduire, de les retransformer, quoi. Et, euh, et du coup, bah, après, souvent, des fois, je négocie et je dis aux profs, bah non, c'est pas possible. Des profs, ils me disent, bah là, nous, on veut enregistrer des morceaux de rap parce on a fait un film avec notre classe et on veut que tu viennes 3 séances, tu leur fais écrire des textes de rap et puis après, tu les enregistres et du coup, ça sera la bande-son de notre film. Et tu vois, là, ils veulent que les enfants soient les ouvriers du projet du prof, quoi. Ouais. Et ça, moi, non, tu vois, genre, les enfants, ils vont pas faire les ouvriers du projet du prof. Si le prof, il a envie de faire une bande-son, il l'a fait lui-même. Mais nous, par contre, oui, on peut faire de la musique, créer des trucs, mais on va pas dire à l'avance. En fait, c'est le rapport entre le moyen et la fin, pour moi, qui permet de négocier, tu vois. C'est que pour moi, l'art, c'est la fin. Et si tu veux faire de l'art un moyen pour arriver à un truc, et ben du coup, ça devient un truc qui est moyen, quoi. Du coup, tu fais de l'art moyen, tu fais de l'art dans la moyenne. Mm. Et comme je te disais la dernière fois, pour moi, c'est l'erreur qu'a fait l'éducation populaire dans les années 80 et encore jusqu'à récemment, de dire bah voilà, on va mettre du graffiti dans les quartiers parce que c'est street, c'est la rue, du coup ça montre qu'on respecte leur culture. Et alors qu'en fait derrière il n'y avait aucun projet, quoi. C'est juste on balançait des bombes aux gamins, ils s'en foutaient plein les vêtements, ils faisaient une peinture dégueulasse, tu vois, avec derrière aucun apprentissage et parce que ça veut pas dire qu'il faut pas apprendre avec l'art, mais ça veut dire que du coup on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait et de comment on le fait, tu vois. Et, euh, et du coup c'est souvent je dis non, et puis après j'essaye d'expliquer pourquoi je dis non, et du coup, bah, finalement, les profs, ils réfléchissent et ils sont d'accord, tu vois. Mais, euh, mais ce que je dis aux profs en début de quand ils me disent on veut faire du rap à l'école, moi je leur dis mais faire du rap à l'école, c'est pas bien, tu vois. Je leur dis faire du rap à l'école, c'est pas bien parce que le but de l'école, c'est que les enfants puissent être différents de leurs différences. Et donc si c'est des enfants qui écoutent déjà du rap toute la journée, en quoi ça va leur permettre d'être différents de leurs différences, de leur refaire écouter du rap et de refaire faire du rap. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils n'ont pas la possibilité d'être différents de leurs différences déjà. Donc en fait, ils sont déjà stigmatisés par la culture qu'ils adoptent dans l'espace public, parce que les enfants de Vénissieux, quand ils arrivent à Bellecour, tout le monde sait qu'ils n'habitent pas à Bellecour. Et, euh, et du coup, eh ben, si tu leur parce que les enfants au lycée du Parc, ils font pas d'atelier rap, quoi, hein, ou au lycée Saint-Just, ou au Maris, ou au Chartreux, ou tous les lycées qui ont des prépas, les lycées qui ont des prépas, ils font pas d'atelier rap, quoi. Ils font des ateliers littérature. Euh, et donc, moi, c'est pour ça que si on veut faire du rap à l'intérieur d'un atelier d'écriture, pourquoi pas, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de leur apprendre des choses qui sont issues de la littérature et que du coup, ils puissent du coup, tu vois, justement, voir d'autres différences que celles qu'ils connaissent déjà et du coup apprendre d'autres contenus culturels qui vont pour le coup leur permettre de discuter avec des gens qu'ils connaissent pas, tu vois, et ensuite de pouvoir aller dans des endroits où d'habitude ils seraient stigmatisés et là ils pourraient justement garder la face, quoi. Ouais. Ouais, ouais, je comprends bien. Et donc, avec Bizarre, justement, tu prenais les deux exemples de la SMAC en disant que, bien Ouais, sûr, bah, les contraintes sont pas nécessairement. Enfin, une contrainte dans un projet, c'est pas nécessairement un tort, puisque par la contrainte de l'écologie, tu as réussi à être dans la création. Mais ouais. justement, Bizarre, tu les situerais comment, toi, par rapport à ce type de projet? Ils sont. Bah, en fait, moi j'ai eu un rapport, c'est bon, tu m'entends bien? Ouais, ouais.
Ouais, nickel. Euh, alors en fait, en fait, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait la contrainte, elle assume là où t'es pas libre. Alors que quand on te fait croire des fois qu'il n'y a pas de contrainte, en fait c'est faux parce qu'il y a tout le temps des contraintes. Et donc du coup, pour moi, quand les gens au moins ont l'honnêteté de dire les contraintes, et ben quelque part tu sais à partir de quoi tu peux négocier et tu sais là où sont tes chaînes entre guillemets. Et donc après derrière tu vas pouvoir négocier la longueur de tes chaînes ou carrément les enlever. Mais si on te dit pas où elles sont, bah tu sais pas comment tu peux travailler quoi. Mhm. Et, euh, et bizarre, moi j'ai eu un rapport comme ça, c'est-à-dire qu'au début, on nous a proposé de faire des résidences à Bizarre quand nous on avait 18-20 ans. Donc tu vois, maintenant j'en ai 28, donc c'était il y a un moment. Et il n'y avait aucune personne qui travaille à Bizarre qu'il y a maintenant, Ouais. à part Françoise Pouzache, mais on la connaissait pas, tu vois. Donc c'était d'autres gens qui étaient là avant. Et en fait, à l'époque, c'était la petite maison rose, donc c'était une petite MJC qui est en bas des Minguettes et où Bizarre avait la gestion de cette MJC. Et nous, on nous avait proposé de faire une résidence là-bas. Et, euh, et en fait, on était allé une première fois et on avait fait une après-midi et on avait dit, mais en fait, nous, pourquoi tout ce matériel-là, il n'est pas à disposition des jeunes qui rappent aux Minguettes, quoi. Pourquoi nous, du coup, des blancs étudiants qui habitent à la Guillotière, prendraient les sous de la commune de Vénissieux pour faire leur musique, alors que, enfin, du coup, nous, on essayait de faire des ateliers d'écriture et tout ça pour se payer du matos et faire notre truc, mais on n'avait pas besoin et surtout, on voulait pas que des sous de l'argent public, en fait, aillent en fait, parce que le truc, c'est que du coup, c'était un projet de quartier à la base. Et du coup, on se disait, mais nous, on n'est pas de ce quartier-là, donc je vois pas pourquoi on bénéficierait de cette structure-là, quoi. Et, euh, et donc, pendant pas mal de temps, nous, on discutait avec un interlocuteur qui s'appelle Fiche le Rouge. Enfin, c'est son blase de rappeur, Fiche le Rouge. Euh, et ben lui, par exemple, donc lui il est rappeur, mais il est aussi diplômé de l'ENM ou je sais pas quoi, un truc qui lui donne le droit de donner des cours de rap entre guillemets quoi. Ok. Et donc lui il gérait des résidences, il faisait des trucs, et lui il faisait pas mal d'ateliers que maintenant